Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Alors aujourd'hui, Serge vous raconte de Talmadge Powell, Seul témoin. Larry Tyler est ravi de voir Bradley Stone l'appeler à l'aide serait en dessous de la vérité. Pour un peu, Larry en aurait sauté de joie, mais bien sûr, il n'en laisse rien paraître. Au contraire, en cette nuit de février où tombe une pluie fine et pénétrante des plus désagréables, il fait entrer Bradley dans son appartement d'un air plein de sympathie et de sollicitude, parfaitement bien imité. Après tout, Bradley et lui ne sont-ils pas de vieux amis? C'est bien Larry qui a sorti in extremis l'entreprise de fonderie de Bradley d'une situation financière quasi désespérée. Et en véritable ami, Bradley est venu trouver tout droit Larry le jour où Deborah Larson, une ravissante petite brune, lui a avoué le préféré à Larry. Ce soir-là, en ouvrant sa porte à l'homme qu'il déteste à présent plus que tout au monde, Larry comprend aussitôt qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Les vêtements de Bradley sont mouillés, maculés de boue, son visage est livide et ses yeux vitreux agrandis de frayeur. Dans un premier temps, la jubilation l'emporte sur la curiosité. Larry sait qu'en ce moment, Bradley devrait être en train de dîner chez Deborah. Et Larry a passé toute la soirée à bouillir de rage en pensant aux 2 tourtereaux, seuls dans l'intimité du chalet du bord du lac de Deborah. Ah, il y a quand même une justice, se dit-il en aidant Bradley à gagner le canapé. Bradley commence par marmonner des excuses d'une voix un peu pâteuse. Il fallait que je me parle à quelqu'un, Larry, et j'ai tout de suite pensé à toi. Mais je crois qu'il vaudrait mieux que je m'en aille. Il fait mine de se lever, mais Larry l'oblige à se rasseoir. « Allons, allons, Bradley, ne dis donc pas de bêtises !» Il est si impatient de connaître la nature des ennuis de Bradley qu'il aurait plutôt fermé la porte à clé pour l'empêcher de partir. « Tu as très bien fait !» reprend-il. « Allons, allons, détends-toi et raconte-moi ce qui se passe. » Mais Bradley est bien incapable de se détendre. Le voilà qui se met à trembler de tous ses membres, au point qu'il n'est même plus capable d'articuler un son. Larry se dirige vers le bar, remplit un verre d'une bonne rasade de cognac et le tend à Bradley. Le résultat ne se fait pas attendre. Bradley, qui a avalé l'alcool d'un trait, reprend presque aussitôt des couleurs. Larry est sur le point de trépigner d'impatience quand Bradley lâche enfin d'une voix désespérée. « C'est horrible, Larry. J'ai tué un homme. »« Quoi? Tu as tué un homme, toi? » ?»« Oui. Un inconnu. Un homme que j'avais jamais vu de ma vie. Je l'ai vu pour la première fois quelques instants avant qu'il heurte le capot de ma voiture. » Larry sent s'évanouir en lui toute l'amertume qu'il ronge depuis des semaines. Il arbore un visage grave, compatissant, et se laisse tomber sur le canapé à côté de Bradley. Il pose une main apaisante sur son épaule. « Tu ferais mieux de tout me dire depuis le début, Bradley. » Bradley hésite. « Je sais pas, Larry. Je voudrais pas t'entraîner dans Dieu sait quoi. » Arrête de dire des bêtises, veux-tu? Les amis sont là pour ça, non? Bradley hésite encore quelques instants, mais bientôt le besoin de se confier devient plus fort que ses scrupules. « Voilà, Larry. Deborah et moi avons pris quelques verres avant le dîner, et aussi quelques verres après. En quittant le chalet, j'étais pas ivre, hein, mais pas très sobre non plus. À un moment donné, j'ai vu un camion s'arrêter assez loin devant moi, à un carrefour. Et puis, il a redémarré. Ah, j'ai compris après que le chauffeur venait de déposer un autostoppeur, tu vois. Et c'est seulement quand j'ai traversé le carrefour que je l'ai vu. Il était là, sur le bord de la route, le pouce levé. Tu sais, d'habitude, je prends pas d'autostoppeur. Mais là, il pleuvait tellement, il était si tard. Oh,
Enfin, bref, j'ai appuyé à fond sur le frein et la voiture a dérapé. J'ai bien cru qu'elle allait se retourner. En tout cas, je m'étais pas rendu compte que je conduisais si vite. Alors, j'ai donné un coup de volant, la voiture a touché le bord du talus et j'ai entendu un bruit sourd. Plus précisément, celui d'une chose en métal heurtant de la chair et des os. Bradley s'arrête comme épuisé, en jetant autour de lui des regards désespérés. Larry ne dit rien. Il se contente de remplir encore un verre de cognac pour Bradley, un autre pour lui, auquel il touche à peine. Bradley vide le sien d'un trait et reprend son récit. Quand j'ai enfin réussi à m'arrêter, je suis tout de suite descendu, mais j'ai rien vu. D'abord, j'ai cru que, sous le coup de la peur, j'avais eu une hallucination. Et puis je me suis souvenu du bruit, de ce terrible bruit d'os broyés. Alors, j'ai pris la torche dans la boîte à gants et j'ai couru le long de la route. Et tu l'as trouvé? Demande Larry d'une voix un peu haletante. Oui, Larry. Il était bien là, dans un buisson, le visage ensanglanté. Et il avait l'air tout ce qui est plus mort. Allons, Bradley. Comment pouvais-tu le savoir? Tu t'es penché pour le regarder de plus près, au moins? Hein? Ben non. Non, quand j'ai vu tout ce sang, moi j'ai été pris de panique. En fait, je sais plus très bien ce que j'ai fait entre ce moment-là et celui où je suis venu chez toi. Mais je te jure, Larry, avec un crâne dans un tel état, je vois vraiment pas comment il aurait pu être encore vivant. Larry réfléchit à toute allure, puis demande: est-ce que tu as laissé sur les lieux des traces quelconques qui permettraient de remonter jusqu'à toi? Hein? Non, enfin, je sais pas, je sais plus. Bon, alors on va aller voir. Non, Larry, je veux pas te mêler à ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, Bradley? Tu n'as pas de souci à te faire. Nous sommes bien associés en affaires, non? Bradley se lève péniblement du canapé, l'air incertain. Tu sais, Larry, j'ai toujours eu l'impression que tu m'aimais pas beaucoup. Au fond de toi-même, je veux dire. Après tout, t'as de bonnes raisons de m'en vouloir. Je t'ai volé Déborah et... Larry se met à rire, d'un rire un peu jaune, mais Bradley n'est visiblement plus en état de faire la différence. D'abord, tu ne m'as pas volé Déborah. Non. Nous avons fait sa connaissance le même soir, à la même réception. Nous avons passé quelques bons moments ensemble, tous les trois. Et puis, un beau jour, elle s'est aperçue qu'elle te préférait à moi. C'est la vie, Bradley. Bon, j'ai peut-être été un peu vexé sur le moment, mais au fond, je suis bien content pour vous deux. Vous avez bien compris que ce pauvre Bradley n'est pas prêt d'être tiré d'affaire avec un ami comme Larry. Mais qu'est-ce qu'il a exactement derrière la tête, Larry? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Un quart d'heure plus tard, il roule sur la grande route parfaitement déserte et toujours noyé sous la pluie. Soudain, Bradley arrête la voiture. C'est là, chuchote-t-il, de l'autre côté de la route. Larry descend, une torche à la main. Laisse les phares allumés, Bradley, et si tu vois arriver une voiture, descends et ouvre le capot comme si tu avais des ennuis de moteur. Larry traverse rapidement la route et commence à descendre le talus. De sa lampe, il fouille les buissons tout en réfléchissant. Cette fois, il est sûr de tenir la chance de sa vie. En s'y prenant bien, il récupérera à la fois l'argent qu'il a mis dans l'entreprise de Bradley et la ravissante Déborah. Évidemment, il va devoir aussi prévenir la police avant que Bradley ait le temps de déplacer le corps. Après tout, il est un citoyen respectueux des lois et il faut bien qu'il soit en règle avec sa conscience, n'est-ce pas? Le plus fort,
se dit-il en étouffant un petit rire. Le plus fort, c'est qu'avec un minimum de sang-froid, Bradley s'en serait très bien tiré. Mais maintenant, il est trop tard. Pourtant, au bout de quelques minutes, l'irritation commence à prendre le pas sur son exaltation. Où diable est-il passé, ce cadavre? La lampe commence à trembler un peu entre les mains de Larry. Il fouille les buissons les plus épais, s'arrête, revient sur ses pas. Et soudain, il se penche en avant en étouffant un juron. Oui, c'est bien là que Bradley a dû apercevoir son autostoppeur. Larry distingue nettement des brindilles fraîchement cassées, l'empreinte d'un corps étendu et aussi des feuilles mouillées que l'homme a visiblement remuées en essayant de se relever. Mais il n'avait pas seulement essayé, le bougre. Il y est arrivé. Larry voit comme s'il y était l'homme en train de se traîner en gémissant pour se remettre sur pied. Oh non, 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 ce serait trop bête. À moins, se dit Larry en s'accrochant désespérément à ce mince espoir, à moins que l'homme ne se soit écroulé un peu plus loin, mort pour de bon cette fois. Mais non, non, il a beau fouiller encore et encore, la vérité est là. L'homme, remis du choc, a poursuivi sa route. Larry arrête ses recherches complètement accablé. Oh, c'est vagabond. Même un bulldozer n'en viendrait pas à bout. Un automobiliste a dû le faire monter dans sa voiture et à l'heure qu'il est, l'autre doit être bien au sec et confortablement couché dans un lit d'hôpital. Il y a peu de chances pour que la police s'intéresse beaucoup à ce genre d'accident. Hé, Larry, tu es là? Larry lève la tête et voit la silhouette de Bradley se découper sur la grande route. Larry, réponds-moi. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? La voix tant détestée fait grincer les dents de Larry. Jusqu'à cette nuit-là, il n'a pas compris vraiment à quel point il souhaitait rayer Bradley de sa vie et l'enrayer définitivement. Mais dire qu'un instant plus tôt, tout était encore possible. Oh non, non, c'est vraiment trop bête. Et soudain, les pensées se bousculent dans sa tête. Il ne rallume pas la lampe qu'il a éteinte en décidant d'abandonner ses recherches et dit, sans trop élever la voix, « Retourne à la voiture, Bradley. Tu te rends compte de ce qui arriverait si quelqu'un venait à passer? Allez, allez, file, j'arrive tout de suite. » Bradley obéit avec des gestes de somnambule. Quand Larry le rejoint dans la voiture, il demande d'une voix plaintive, « Pourquoi t'as mis si longtemps, hein? Pourquoi? »« Oh, je t'en prie, Bradley, » répond calmement Larry. « Je ne suis pas resté si longtemps que ça. Tu as trouvé le temps long, c'est tout. Et je te comprends, va. Mais il a fallu que je retrouve ce type. Ensuite, j'ai réfléchi à ce qu'il fallait faire. J'ai pensé que le plus urgent, c'était de le tirer d'où il était pour le cacher. » Bradley s'en remet à trembler. « Alors, il est vraiment... » « Oui, Bradley. Il est mort. Évidemment. Je suis désolé, tu sais. » Bradley étouffe un sanglot. « Je suis un meurtrier, Larry. Un meurtrier. » « Écoute, mon vieux. » Mais Bradley ne veut rien écouter. Il frappe le volant du plat de la main et répète, « Un meurtrier. Je suis un meurtrier. Et personne ne pourra plus rien y changer. » Larry pose sa main sur son épaule et le secoue légèrement. « Allons, allons, te laisse pas aller, Bradley. D'abord, il faut que nous réfléchissions. »« Mais réfléchir à quoi ?» gémit Bradley. « C'est tout réfléchi. Avant, j'étais un homme honnête, ami de l'ordre public, avec une fiancée, une entreprise qui marchait bien. Maintenant, je suis plus qu'un assassin. Et plus jamais ce sera pareil. Plus jamais. Et puis j'ai tellement peur d'aller trouver la police. » « Mais tu n'as pas besoin d'y aller, » fait Larry. « Ce serait de la folie. Tu avais bu quand tu as heurté ce type. À tous les coups, tu écoperais du maximum. » Bradley, plus tremblant que jamais, serre le volant à deux mains. « Il est juste à point, » pense Larry. « Tu sais, dit-il, il y a un moyen de t'en sortir. »« Ah bon, tu crois ?»« Mais évidemment. Je vais t'aider, mon vieux. »« M'aider ? Comment ? » Voilà. Nous allons rentrer chez moi. Je te donnerai tout ce que j'ai en argent liquide. Comme ça, tu auras de quoi prendre un nouveau départ avant qu'on retrouve le type. Ne t'en fais pas.
On ne te retrouvera jamais. Tu veux dire qu'il faudrait que je parte? Tu vois une autre solution, Bradley? Mais Larry, si je pars, je perds tout. Mon entreprise, Déborah. Larry hausse les épaules. Non, Bradley, tu sais, une fiancée, ça se retrouve. Et avec ton sens des affaires, tu auras vite fait de créer une nouvelle société. Tu as 20 ans devant toi. Ah, évidemment, si tu préfères les passer derrière les barreaux en même temps que tu perdras tout, c'est ton problème. Franchement, je ne vois pas d'autre issue pour toi que de partir très vite, très loin, et de ne jamais revenir. Tu sais, tu n'es pas le premier à qui une chose pareille arrive. Bradley se calme enfin. Il se redresse, tend la main vers la clé de contact et met le moteur en marche. Larry est bien content que l'obscurité cache sa mine réjouie. Une demi-heure plus tard, ils arrivent à l'appartement de Larry. Bradley se dirige d'un air triste vers la fenêtre qu'il ouvre toute grande. Il respire longuement l'air froid de la nuit. La pluie a enfin cessé. Dehors, tout est calme. Larry, lui, a disparu dans une autre pièce, dont il émerge maintenant avec un grand sourire. Voilà près de $2000, Bradley. Ça n'est pas énorme, mais en les ménageant, ils pourront te durer un certain temps. Bradley prend l'argent comme s'il ne comprenait pas très bien de quoi il s'agissait et le glisse dans une de ses poches. Ses lèvres esquissent un sourire sans joie. Un meurtrier, murmure-t-il d'un ton rêveur. Tu sais, Larry, une fois passé le premier choc, ça change complètement votre façon de voir les choses. Allons, Bradley, n'y pense plus, c'est fini maintenant. Bradley a toujours son drôle de sourire. Vois-tu, Larry, quand on a tué quelqu'un, la vie humaine prend tout à coup une valeur bien différente. Ou peut-être devrais-je dire qu'elle perd cette même valeur. Bizarrement, Larry commence à se sentir mal à l'aise. Mais qu'est-ce qu'il a à sourire comme ça, cet imbécile? S'il croit que c'est le moment de se mettre à philosopher... Mais Larry s'efforce de ne manifester aucune impatience. Ce serait trop bête de tout gâcher au dernier moment. Non, écoute, Bradley, tu devrais profiter de la moindre seconde pour mettre un maximum de distance entre ce cadavre et toi. Bradley fait un grand geste de la main, comme pour signifier que tout cela n'a désormais plus grande importance. Ça m'ennuie, dit-il. Ça m'ennuie beaucoup de penser que je vais perdre mon entreprise et ma belle fiancée. Oui, vraiment, ça m'ennuie. D'autant plus que je ne vois qu'une seule chose susceptible de me trahir, en somme. À l'heure qu'il est, la pluie doit avoir effacé les traces de mes pneus sur le talus, et je peux très bien brûler mes chaussures pour le cas où j'aurais laissé des empreintes. Il ne reste par conséquent plus qu'un élément gênant. Toi, Larry, tu es mon seul témoin. Avant que Larry ait pu dire un mot ou faire un geste, il reçoit un formidable coup de poing en pleine mâchoire. Bradley le cueille juste au moment où il allait s'effondrer, le saisit par les épaules et le balance par la fenêtre grande ouverte. Puis, il repousse le tapis qui arrivait jusque sous la fenêtre, ce qui rendrait les choses fort compréhensibles, même pour le plus borné des policiers. Et lui n'aurait plus qu'à convenir avec tout le monde qu'il est vraiment, mais vraiment regrettable que ce tapis ait glissé. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion, et aujourd'hui, je vous le rappelle, de Talmage Powell, seul témoin.